Tu es au beau milieu du Sahara. Tu vois une énorme cible rouge au sol. Sa surface est si chaude que tu pourrais y faire frire des aliments. Une goutte d'eau est censée toucher le centre de cette cible à la vitesse de la lumière. Théoriquement, comme techniquement, cette expérience est impossible à réaliser. Mais si elle se produit, alors un mystérieux néant nous attend. Et chaque version de ce néant sera différente. Nous allons donc envisager 3 scénarios. Première option, il est préférable de le faire depuis une grande hauteur ou depuis l'espace. Tu décolles avec un jetpack dans la stratosphère. Tu as une bouteille d'eau à la main. Tu fais tomber une goutte. Elle commence à accélérer. Dans ce cas, même à faible vitesse, une goutte d'eau se consumera dans les couches protectrices de l'atmosphère. En moins d'1 seconde, la goutte se transformera en vapeur. Imaginons que notre planète n'ait pas de protection telle que l'atmosphère. La résistance de l'air se débarrasserait quand même de la goutte. La goutte vole vers le bas à une vitesse phénoménale. Le vent froid la transforme en glaçon. Plus la vitesse de la goutte est élevée, plus la résistance de l'air est forte. La goutte se déplace de plus en plus vite, atteignant bientôt la vitesse du son. Ensuite, elle se brise en milliers de petites particules. Dans ces conditions, la goutte ne pourra jamais atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Rien ne se passera, car rien n'arrivera à la cible. La tentative suivante consiste à modifier la goutte. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'ozone et les autres gaz présents dans l'atmosphère détruisent tout objet qui tombe. Mais que se passe-t-il si la goutte ne rencontre pas ces obstacles? Tu transformes chimiquement la structure interne de l'eau, tu enfiles à nouveau ton jetpack et tu attrapes une bouteille d'eau. À la hauteur de l'orbite de la Terre, tu l'ouvres et fais tomber une goutte. Elle accélère et il n'y a aucune résistance. Elle traverse les couches les plus chaudes de l'atmosphère mais ne brûle pas. Elle passe la température de congélation mais ne gèle pas. Elle vole vers le sol en atteignant la vitesse de la lumière et s'écrase mais rien ne se passe. La goutte a acquis les propriétés d'une particule de lumière, un photon. Ce n'est que dans un tel état qu'elle pourrait atteindre la vitesse dont nous avons besoin. Aucun objet ayant une masse, que ce soit une voiture, une maison, une feuille d'arbre, une fourmi, un cheveu, un grain de sable ou une molécule, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules de lumière en sont capables puisqu'elles n'ont pas de masse. Une goutte intangible tombe donc au centre de la cible et là encore, rien ne se passe. Troisième option, les scientifiques ont trouvé un moyen d'accélérer une goutte à la vitesse requise. Ils doivent également modifier la composition moléculaire de l'eau, la rendant plus résistante aux températures extrêmes. Pour que la goutte atteigne la vitesse de la lumière sans aucun dommage, tu dois la placer dans un vide parfait. Pas de résistance de l'air, pas de couche protectrice de l'atmosphère. Il ne reste que l'espace et l'eau. Pour cela, les scientifiques doivent construire un long tuyau. Au centre du Sahara, autour de la même cible, on crée un complexe scientifique. De là, le tuyau doit monter. Sa hauteur correspond approximativement à la distance qui mène à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire 408 km, ce qui correspond à peu près à la hauteur de 50 fois l'Everest. Tu ne peux pas connecter le tuyau à l'ISS elle-même car elle est en mouvement permanent. Elle tourne autour de la Terre, effectuant une révolution en 90 minutes. C'est pourquoi les astrophysiciens et les ingénieurs doivent construire une petite station conçue pour une personne. Et cette station doit se déplacer parallèlement à un seul point sur le sol. Le tube à vide est fait de matériaux inoxydables solides pour que la pluie et les hautes températures ne puissent pas le détruire. À l'intérieur, c'est un alliage de titane et de graphène, le métal le plus durable sur Terre. Le tube est construit horizontalement. Puis, à l'aide de plusieurs hélicoptères et de câbles, il est placé en position verticale et attaché à une petite station spatiale. Le tuyau est équipé de petites pompes qui la vident de l'air et bloquent son passage à l'intérieur. La goutte d'eau ne doit pas toucher les parois. C'est pourquoi il y a une couche spéciale de plaques de gravité. Elle repousse l'eau loin des parois du tuyau en utilisant le magnétisme et les ondes sonores. Tu enfiles un jetpack et t'envoles vers la station avec une bouteille d'eau améliorée et durable. Tes mains tremblent d'excitation. Ta respiration est bruyante dans ta combinaison spatiale. Tu ouvres la bouteille, l'inclines légèrement et en verses une goutte dans une boîte spéciale. Dans ce récipient, la goutte se charge de l'énergie nécessaire pour développer la vitesse de la lumière. Maintenant, elle est prête pour le voyage. Tu regardes la boîte, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton de lancement. La goutte est propulsée dans le tuyau à grande vitesse. À cause de la puissante onde de choc, la station entière est projetée sur le côté. La goutte accélère et à ce moment-là, le tuyau, constitué des métaux les plus solides de la Terre, commence à fondre comme de la glace.
Il y a tellement d'énergie dans l'eau maintenant que cela suffirait à fournir de l'électricité à une petite ville. Et maintenant, la goutte atteint la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Le tuyau se transforme en poussière. Peu importe si la goutte touche le sol ou non, il n'y aura plus rien. Littéralement tous les objets matériels, voitures, maisons, champs, océans, ordinateurs, avions, bateaux, fleurs, arbres, disparaîtront. Les choses intangibles comme le gaz, l'air, les ondes radio, le rayonnement électromagnétique, les milliards de téraoctets d'informations numériques, tout cela aura également disparu. Tout son, cri, musique, sonnerie de téléphone sera impossible à créer ou à entendre. La lumière disparaîtra et l'obscurité sera totale. Mais rembobinons et voyons ce qui s'est passé exactement. C'est impossible puisqu'il n'y a plus de temps non plus. Imagine le temps comme une rivière tumultueuse qui coule rapidement dans une direction. Puis cette rivière tombe dans un puits sans fin et disparaît complètement. Tout cela est arrivé parce qu'une goutte d'eau s'est écrasée sur notre planète à la vitesse de la lumière. Dès qu'une goutte commence à s'approcher de la vitesse nécessaire, elle perd ses propriétés d'eau. C'est maintenant l'objet le plus puissant et le plus lourd de l'univers. L'énergie qui en émane détruit tout sur des centaines de milliers de kilomètres. Le béton, le sol, les rochers, tout disparaît. Dans la première seconde, tout se brise en millions de petits morceaux. Puis ces morceaux sont déchirés en millions de particules encore plus petites. Les molécules se consument. Imagine une carte du monde en papier. Si tu la mouilles et la déchires, elle se transformera en bout de papier mouillé. Si tu la brûles, une partie de la carte se transformera en cendres et l'autre partie s'envolera simplement dans les airs sous forme de fumée. La carte restera, mais elle ne sera plus jamais la même. Mais si tu détruis les molécules de la carte, on peut dire que la carte n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence. La même chose arrive à notre planète. L'énergie provenant d'une goutte d'eau fait comme si la Terre n'a jamais existé dans l'espace. Et maintenant, la goutte dépasse la vitesse de la lumière. Un trou noir commence à évoluer. Il se dilate et absorbe tous les débris spatiaux. Puis, la Lune. Bientôt, ce sera le tour de Mars et de toutes les autres planètes de notre système solaire. Le trou noir se dilate et sa force de gravité augmente. Avec les planètes, il absorbe la lumière. Il se rapproche de plus en plus du Soleil. Notre étoile se divise en bandes de lumière comme si elle était passée dans une énorme broyeuse cosmique. Le Soleil explose et recrache une quantité incroyable d'énergie. On pense que les trous noirs apparaissent après l'explosion des étoiles. En ce moment, toute l'énergie solaire est absorbée par notre trou noir. Il fait complètement noir. La lumière des étoiles lointaines tombe directement dans l'infini supermassif. Les météorites, volant dans un rayon de centaines de milliers de kilomètres autour, sont également dévorés dans l'inconnu. Il existe de nombreux trous noirs dans l'espace, mais un seul d'entre eux a été créé par une petite goutte d'eau. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il devient lourd. La masse est la quantité d'énergie que possède un objet. Lorsque les molécules d'eau atteignent la vitesse de la lumière, leur masse commence à augmenter. Et il n'y a pas de limite à cela, elle devient infinie. Une masse infinie forme un trou noir. Il absorbe tout et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne reste que l'obscurité et la force inimaginable de la gravité. Donc, il faudrait probablement ne pas faire cette expérience, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire un volcan de bicarbonate de soude à la place? Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable.
Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil.
Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous.
Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures.
La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de série, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés, les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit.